Bienvenue dans mon podcast Mentoresse, je suis Céline Tran et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où j'ai décidé de faire un peu plus connaissance avec vous. Donc je partage avec vous des parties de mon histoire, des étapes décisives qui j'espère résonnent par rapport à votre histoire personnelle ou peut-être qui prendront sens par la suite. Le principe c'est de prendre le temps, de parler, de ressentir et j'aurai le plaisir d'avoir très prochainement des invités. Lors des premiers épisodes, je vous ai parlé de ce point de départ, littéralement d'ailleurs, lorsque j'ai dit non, lorsque j'ai décidé de quitter mon ancienne carrière qui était celle d'une actrice X et qui était plaisante, confortable, mais qui n'était plus saine à mon sens, dans laquelle je me sentais me perdre. Je vous ai parlé aussi de comment j'ai redirigé mon énergie vers une autre activité, en fait plusieurs activités qui étaient autour du sport, de l'aspect artistique, comme la danse, les arts du cirque, les arts martiaux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que sur le moment, ça a été très plaisant de ne pas penser, de retourner vers le corps, de se dépenser, de s'épuiser, de transpirer, de sentir qu'on mérite, de persévérer, de voir qu'il y a des progrès. Ça génère beaucoup d'endorphines, de dopamine aussi, en fait, de toutes ces hormones qu'on génère d'ailleurs aussi dans la sexualité. Tiens, c'est intéressant ça. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je ne me rendais pas compte que j'étais une accro à toutes ces hormones qui me permettaient de me sentir surpuissante, de me sentir autre que moi-même. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que je manquais d'amour pour moi et que c'était un énorme pansement. Faire du X, faire du sport, c'est une manière d'exister à sa manière. Et de ressentir aussi. Dans la précédente émission, je vous ai parlé donc de cet entraînement qui a apporté beaucoup de satisfaction jusqu'au moment où je me suis blessée. J'ai forcé et mon corps a dit « crac, tu vas t'arrêter là » et je n'ai pas eu le choix que d'arrêter ma pratique. Là, ça m'a donné une sacrée claque parce que c'est pas tant la blessure le problème. En fait, dans n'importe quel cheminement de sportif, à un moment donné, la blessure, elle fait partie du parcours et on sait que allez, ça va aller, on se repose, on revoit sa technique. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai compris où était mon erreur et je me suis dit, ok, je ne referai plus l'erreur, j'apprends et ça va. Mais à ce moment-là, ça a touché autre chose. Je me suis rendu compte que j'étais tout simplement en train de reproduire le même schéma que dans le X. Aller dans l'épuisement, chercher la limite, chercher un état second qui me permettait d'être ailleurs. C'est une forme de transe finalement. Et c'est agréable, mais c'est dangereux parce que c'est jamais assez. En fait, le corps s'habitue, le cerveau s'habitue, et c'est tout le principe de l'addiction. C'est qu'à un moment donné, on ne ressent plus. Il faut toujours plus, il faut une dose toujours plus forte. Et c'est comme ça qu'une activité qui peut paraître aussi saine que celle du sport peut devenir totalement destructrice. Parce qu'on associe le sport à la santé, mais finalement, ça peut être très destructeur, comme le sexe, comme le travail, comme plein d'autres choses finalement, à partir du moment où on les pratique de cette manière dans une recherche finalement d'épuisement. Et c'est pas comme ça en fait qu'on apprend. Ça peut fonctionner sur un court terme, mais ça a ses limites. Et cette limite, je l'ai atteinte ce jour-là. Donc, ça a été une opportunité. C'est vrai que ça fait mal, ça renvoie encore une fois à du vide, et donc de l'anxiété, et donc des questions existentielles, mais c'est là que ça se joue. En fait, si je n'avais pas traversé cette période-là, peut-être que je n'aurais pas autant appris. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé les étoiles, je me suis à nouveau dit, dis donc, t'es vraiment qu'une toute petite poussière. Non seulement t'es une toute petite poussière, mais regarde, t'es même pas foutu de tenir quelques mois d'entraînement intensif. Petite joueuse. Évidemment, à ce moment-là, je me dénigre, je culpabilise, j'ai honte. J'ai terriblement honte, comme la plupart des gens qui sont addicts d'ailleurs. Et c'est ça qui est terrible, quand on est en addiction, on n'a pas d'estime de soi, on se dévalue et justement parce qu'on se sent comme ça, on va chercher autre chose. J'aurais pu chercher autre chose, j'aurais pu me tourner vers quelque chose qui m'aurait aidé à nouveau à me barrer, à m'évader. Mais non, là je me suis dit ça suffit, parce que ça peut durer très longtemps cette histoire. Là il faut que je travaille sur moi, il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que je me remette en question. Alors l'une des premières choses que j'ai faites, puisque le questionnement était identitaire, ça a été de regarder mon compte Twitter à l'époque, sur lequel donc je postais régulièrement des photos. Et là, je regarde les dernières photos postées et je me vois en bikini,
très joli bikini que j'ai toujours d'ailleurs. Au bord d'une piscine, à Los Angeles, ciel bleu, je porte des super talons. J'ai une pose lascive, super cambrée, pas du tout confortable. Je me souviens qu'il faisait chaud. Enfin, avec le recul, je me dis, mais putain, j'aurais vraiment dû profiter de cette piscine et me baigner. Mais non, 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 je suis hyper maquillée. Je suis en train de griller au soleil et je prends ma pose et je suce mon doigt de manière langoureuse en me disant à ce moment-là que ouais, c'est génial. Ouais, c'est ce qu'on attend de moi, quoi. Alors, bon, la photo est jolie, hein, je dis pas. Mais vraiment, à ce moment-là, je me redécouvre. Je regarde cette image et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ok, d'accord, le message, il est très clair, hein, c'est d'inspirer une sorte de fantasme. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Ok, oui, c'était mon métier. C'était donc un conditionnement. Et j'ai fini par oublier pourquoi je cherchais à faire ça. C'était devenu un boulot. Et donc quelque chose d'intégré, de mécanique. Quand on enlève tout ça, quand on enlève le conditionnement et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, il reste une femme qui est en bikini et qui se prélasse au bord d'une piscine et qui sert à rien. Enfin, à ce moment-là, c'est comme ça que je me vois. Je me vois pas avec du jugement, mais je me marre toute seule en me disant mais c'est ridicule, franchement, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer au monde? Imaginons que je meurs demain. C'est cette dernière photo en fait qui restera à la vue du public. Est-ce que j'imagine un seul instant cette photo être imprimée et être mise sous cadre sur ma pierre tombale? Pas super, hein. Je préférerais autre chose, quelque chose d'un peu plus inspirant quand même. Et même sans chercher à inspirer qui que ce soit, à ce moment-là je me dis mais ouais, je suis pas sûre de vouloir être cette personne-là parce que elle c'est Katsuni, je m'en suis débarrassée, ça fait du bien. J'ai besoin de faire un deuil, de me couper, de prendre le temps pour moi, de prendre ce temps parce qu'il est précieux pour vraiment non pas me replier sur moi et me victimiser, mais beaucoup plus pour me regarder et être dans une initiative, une démarche qui est beaucoup plus spirituelle finalement. Et pour ça, je me nourris. Comme je n'ai pas d'amis, je n'ai pas grand monde à qui parler, je me tourne vers des lectures spirituelles, bouddhisme, religion catholique, puisque ça a été quand même le fondement de mon éducation. Ça me fait beaucoup de bien, parce que je redécouvre certains textes, je redécouvre la parole du Christ. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit à travers cette vidéo, mais je ne vous cache pas que ça me parle, parce que bon, forcément, avec le personnage de Marie-Madeleine, il y a quand même... bon, ça me parle un petit peu. Et surtout, ce que je retiens de ça, c'est que il y a quand même dans ce message, le message d'une seconde chance. Parce que la Renaissance, c'est ça en fait. C'est de se dire, mais en fait, il ne tient qu'à moi de renaître là maintenant. J'ai pas besoin d'attendre le paradis. Je peux le créer ici, là, maintenant, mais pour ça, il faut que j'affronte mes démons. Et pour moi, à ce moment-là, ça prend la forme d'une sorte de développement personnel. Le hasard, si on peut appeler ça le hasard, fait bien les choses. J'ai l'impression, en fait, qu'on me teste parfois, sans être superstitieuse, mais c'est vrai qu'il y a des événements où on se dit « Ah, c'est marrant, le timing est quand même étonnant ». Je suis contactée par un auteur de bande dessinée, dont le pseudonyme est Run, qui a une collection de BD qui est super, c'est dans un style que j'aime beaucoup, qui est dans la même esthétique que Tarantino, Robert Rodriguez. Et en fait, il a en projet une nouvelle BD avec une héroïne, et pour la promotion de sa BD, il aimerait produire un clip, puisqu'il y a un personnage de stripteaseuse. Et donc forcément, il pense à moi, puisque c'est quand même... c'était encore il n'y a pas si longtemps mon métier. Lui n'est pas encore au courant de l'arrêt de ma carrière, et à vrai dire, personne ne l'est, puisque je ne l'ai pas encore publié sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de vivre le changement pour moi d'abord, de le digérer avant de communiquer. J'ai besoin de ça pour vraiment l'incarner. Donc il me contacte, je suis flattée bien sûr, je trouve le sujet super cool, j'ai envie de le faire. Il y a un truc là. Décidément, hein, je pense que je peux faire confiance à mon intuition. Et je me dis, ah, c'est trop facile, il n'y a pas de défi. Je l'ai fait, mais des millions de fois que de faire un striptease. Et puis si je fais ça, finalement, je ne fais que reproduire encore et encore cette image de la femme séductrice, de la femme muette, qui joue sur sa plastique, qui aguiche. Et c'est plaisant, c'est marrant, ça me plaît, ok. Mais allez, il faut passer à autre chose maintenant. Et je lui dis, très gentiment, je lui dis, écoute, ça me plaît beaucoup, mais... En fait, j'ai pas envie de me contenter de ça. C'est trop facile, je l'ai déjà fait, donc je suis désolée, je vais décliner ton offre. Par contre, j'adore ton projet, ça serait bien qu'on en parle. Et on en parle, on discute.
Et de fil en aiguille, Run se rend compte que j'ai quand même une culture cinématographique plutôt, on va dire, en accord avec son univers. Et contre toute attente, il me propose de devenir co-scénariste de sa bande dessinée et de créer même une bande dessinée qui soit inspirée de mes traits, de créer vraiment un personnage tout neuf. Un personnage qui s'appelle Célina. Et ce n'est pas par hasard parce que Célina, c'est évidemment très proche de Céline, mais c'est aussi Célina de Catwoman, écrit différemment. Et Catwoman, c'était la figure féminine qui m'inspirait énormément à mes débuts dans l'UX. Je voulais être une sorte de Catwoman, vivre un autre personnage, avoir un alter ego qui me permette de me sentir forte, de me sentir conquérante. Donc pour moi, c'est très symbolique à ce moment-là. Et surtout, c'est une première étape pour passer de celle qui a été dans l'image pour être dans la création. C'est le moment de rentrer en France. En fait, un cycle s'achève. Je n'ai pas encore vraiment de plan pour la suite. Mais je sens que ça y est, je suis prête à partir. J'ai profité du son de l'océan. Je dis au revoir à mon école de cirque, à mon école de danse. Je les remercie parce que ça a été une belle aventure. J'ai beaucoup appris à leur côté. Et il est temps de partir. Ça fait du bien les déménagements. Ça prend de l'énergie. C'est un peu galère parce que c'est beaucoup de logistique. Mais je trouve que c'est une très bonne occasion de lâcher prise. Parce qu'on jette des choses, on se débarrasse. On doit choisir ce qui compte vraiment pour soi. Bon, je vous dis ça, mais à ce moment-là, franchement, il y a plein de choses que je stocke et que je confie à une copine. Et donc, ces choses-là, finalement, je les jetterai bien plus tard. Parce que je suis encore très accrochée quand même à mes affaires en tant qu'ancienne actrice. J'ai arrêté ma carrière, j'ai quitté mon nom, mais j'ai encore un attachement aux objets. Et ça sera une autre étape, bien plus tard. En tout cas, je fais mes préparatifs à la grande joie de mes parents. Je leur annonce, je vais rentrer. Et c'est une grande joie pour eux parce que même s'il y a eu beaucoup de distance, et géographique, et aussi mentalement, intellectuellement, parce qu'on est très différents, en tout cas c'est ce que je pensais à ce moment-là, au niveau du cœur, il y a toujours de la proximité. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne m'en rends pas forcément compte. Ou peut-être que je ne veux pas le voir. Mais le fait de me poser des questions, d'arrêter de courir, d'arrêter de me cacher derrière mon personnage, ça me force à revenir vers moi en tant que Céline. Parce qu'au moment où j'arrête, il faut bien comprendre que, oui, je n'ai pas 33 ans dans ma tête, j'en ai 20. Ça veut dire aussi que dans mon rapport aux hommes, d'ailleurs, je me sens totalement inexpérimentée. Dans la vie réelle, parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de cadre, je ne sais pas quoi faire. Donc je dois désapprendre par rapport à mon personnage d'actrice. Le fait de revenir à moi-même, je me rends compte que ça me reconnecte à mon lien à mes parents, forcément, puisque je suis Céline. Je suis la fille de mes parents. Et ça me fait réfléchir. Parce que je me rends compte que durant toutes ces années, quand même, j'ai été très narcissique, très nombriliste. À vouloir libérer une rage, probablement, j'ai cherché plein de moyens qui ont marché sur le moment, mais dans lesquels finalement je me rends compte que je me suis enfermée à l'intérieur de tout ça. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il est peut-être temps de se tourner un peu vers eux. Parce que mes parents ne sont pas que mes parents. Ce sont des êtres humains à part entière. Et peut-être que je ne les ai pas assez considérés comme tels. Peut-être que j'ai placé mes attentes aussi à un degré trop important, tout comme eux l'ont fait avec moi. Je me dis, mais finalement, il y a des choses que je traverse là, mais peut-être que eux aussi. Peut-être que eux aussi ils l'ont traversé, mais je ne le sais pas. Mais comment je pourrais le savoir si je ne leur demande pas? En fait, à quel moment j'ai demandé vraiment à mes parents d'en dire plus sur leur histoire, sur qui ils étaient, sur ce qu'ils aimaient, sur leurs peurs, sur leur parcours. Et je réalise en fait qu'il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse et que c'est en partie de ma faute. Donc pour moi, rentrer en France à ce moment-là, c'est aussi l'occasion de renouer un lien et peut-être de le tisser différemment, de me comporter comme étant leur fille, mais aussi de me comporter comme un adulte qui va arrêter d'être dans une attente enfantine, mais qui va vraiment se positionner. Je reconnais que la spiritualité à ce moment-là m'a aidée parce qu'elle m'a permis de me reconnecter à des valeurs, de me poser ces questions en fait sur les valeurs. Finalement, c'est un chemin initiatique tout ça. Et puis il y a un truc qui est sympa, et ça c'est cool parce que je sais que je suis attendue par eux, et c'est une chance énorme.
Je tiens à préciser que mes parents n'ont jamais approuvé ma carrière, c'était contre leurs valeurs, mais ils ne m'ont jamais rejetée. Et là je me dis, mais merde alors, putain, ça c'est de l'amour. C'est vrai quoi. On pourrait penser que l'amour c'est tout accepter, c'est toujours soutenir. L'amour c'est aussi dire, tu sais quoi, je suis pas du tout d'accord avec toi, je pense que tu fais une grosse erreur. Je t'en veux même pour ça. Mais tu sais quoi, je serai toujours là quand on aura besoin, donc la porte sera toujours ouverte. Et mes parents ont toujours été comme ça. Donc à ce moment-là, j'en prends conscience et je suis prête à rentrer au pays, sur la terre promise, un peu comme l'alchimiste en fait, qui a oublié dans son parcours que le vrai trésor était à la maison. Et à cela s'ajoute aussi une autre joie, c'est que j'ai un projet professionnel, alors ça ne va durer que quelques jours, mais c'est trop cool. Je suis comme une gamine, parce qu'en fait on a écrit un rôle sur mesure pour moi, je me sens hyper valorisée. C'est un réalisateur qui s'appelle François Descraques, qui est bourré de talent, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà réalisé quelques petits projets humoristiques. Et on avait bien sympathisé, on avait bien accroché. Et je lui avais dit, d'ailleurs, je me souviens, quand j'avais vu sa série Le Visiteur du Futur, « Ah là là, mais François, elle est trop bien ta série, je voudrais trop être figurante dedans, s'il y a un rôle de zombie à un moment donné en arrière-plan, vas-y, je veux le faire. » Et il m'a fait un très très beau cadeau parce qu'il m'a écrit ce personnage de la baronne, qui est le personnage le plus pudique, le plus habillé de la série, qui a du dialogue bien sûr. Et pour moi, c'est juste un magnifique défi, un magnifique cadeau. Donc il est temps de dire au revoir au cirque, à l'école de Jiu-Jitsu, à l'école de danse, et de commencer cette nouvelle vie. Même s'il n'y a pas encore de stratégie, il y a encore beaucoup de questions, mais par contre il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur, qui fait que lorsque je regarde le ciel, ce n'est plus la même sensation de vide. Avant, je me sentais écrasée, inutile, comme si je n'existais pas. C'est... Oh là là, je ne sers à rien. C'est un monde absurde. À quoi je sers? À quoi ça sert tout ça? Mais là, à ce moment-là, c'est différent. Je regarde les étoiles et je me dis, ouais, je crois que j'ai la foi. Ça va aller. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va aller. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de mon podcast Mentoresse. Je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.